Voici le pont de Rion-en-Thirion en Grèce, un des plus longs du monde. Il enjambe certaines des lignes de faille sismiques les plus actives d'Europe. Il se trouve au cœur d'une véritable soufflerie naturelle et dans une zone où le fond de la mer est instable. Et en prime, cette côte-ci s'éloigne un peu plus de celle-là chaque jour. Comment ce pont a-t-il été construit? Le défi semblait impossible à relever, mais c'était compté sans quelques inventions inattendues. Le hamac, Segway, la canette de soda. Oh non, il y a le feu! C'est merveilleux. La luge. L'encens indien. Les racines contiennent une huile qui sent vraiment très bon. Et la cheminée en acier. Le golfe de Corinthe s'enfonce au cœur de la Grèce continentale et à son extrémité occidentale, il est très étroit. Aussi, pour éviter un détour de quelques 450 km à travers le pays, il suffit de traverser ce petit bras de mer. Ça paraît simple. D'un côté du golfe de Corinthe, Rion. De l'autre, Antirion. Pigé, Rion-Antirion. Il y a 100 ans, le Premier ministre grec rêvait d'un pont qui relierait ces deux localités. Mais sans de véritables prouesses d'ingénierie, celui d'aujourd'hui ne serait toujours qu'un rêve. Mesurant près de 3 km, ce pont est relativement long, mais surtout il peut résister à des tremblements de terre. Ce qui est plutôt rassurant compte tenu du fait qu'il se trouve dans une des zones d'Europe où l'activité sismique est la plus importante. Il peut résister à un séisme de magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter, des secousses qui détruiraient presque n'importe quel autre pont. Pourtant, les séismes n'ont pas toujours été le premier problème à résoudre. Avant de commencer la construction, il a fallu s'occuper du fond de la mer. Les ingénieurs n'avaient pas envie de le voir finir comme le pont d'Avignon. Désolé pour la comparaison. Dès le départ, le défi s'annonçait gigantesque. En fait, personne ne savait comment fabriquer les fondations. Ici, la mer a une profondeur de 65 mètres, ce qui est déjà un défi en soi. Mais au fond, il n'y a que du sable et du limon sur plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Il n'y a pas de soubassement rocheux, ce qui signifie qu'on ne peut pas avoir de fondation solide. Avoir des fondations stables est essentiel, quelle que soit la construction. Mais c'est encore plus vrai pour un pont qui va être secoué fréquemment par des séismes. La combinaison entre un fond sablonneux et l'activité sismique donne naissance à un danger relativement méconnu, la fluidification ou liquéfaction. Lors d'une secousse, un sol meuble et humide se transforme naturellement en liquide. Ça vous paraît inquiétant? Ça l'est. Personne ne s'était encore risqué à construire un pont dans un environnement pareil. Et les ingénieurs ont avancé une solution qui semblait défier la logique. Mais voyons d'abord comment une secousse transforme l'eau et le sable en liquide. J'ai fabriqué une machine à tremblement de terre pour simuler les conditions qu'on rencontre au fond du golfe de Corinthe. Ce moteur va être mon séisme. Le sable et l'eau vont jouer leur propre rôle. Et pour bien sentir la nature du problème, c'est moi qui vais faire le pont. Si un tremblement de terre frappe une zone meuble gorgée d'eau, il se passe un truc bizarre, comme vous allez le voir.
Voici le sol meuble et humide. C'est du sable avec un peu d'eau, mais c'est ferme. Je tiens debout sans problème. Les gars, quand vous voulez. Le tremblement de terre commence. Il est très bruyant et il secoue. L'eau se met à remonter. Et je commence à couler. Il y a beaucoup d'eau. Ce qui s'est passé, c'est qu'en plus d'être devenu sourd, j'ai coulé. Et pas seulement dans l'eau. Je me suis enfoncé dans le sol. On va voir ce qui s'est passé. Il faut simplement que j'arrive à sortir et c'est pas très facile. Je fais partie du sol. Avant le tremblement de terre, le sol me soutenait très bien. Puis il s'est transformé en sable mouvant. Avec les secousses, le solide est devenu liquide et je me suis enfoncé. L'ingénieur géotechnique Stuart Haig m'explique que tout tient au fait que le sable soit mouillé. Quand les grains de sable sont agités, l'espace qui est entre eux se réduit. L'eau qui s'y trouvait en est chassée et elle remonte. À ce moment-là, ce qui se trouvait dessus, toit ou un bâtiment, s'enfonce. Dans ces cas-là, les conséquences sont dramatiques. Quand un violent séisme a frappé le port de Kobe au Japon en 1995, plus de 6000 personnes ont trouvé la mort. Il a atteint une magnitude de 7,2 sur l'échelle de Richter. Le sol était sablonneux et gorgé d'eau, et quand ce mélange a été passé au shaker, la liquéfaction qui a suivi a été dévastatrice. Le sol, jusqu'alors bien dur, s'est transformé en liquide. Généralement, on arrive à évacuer l'eau contenue dans le sable tout simplement en le compactant. Mais ce n'était pas envisageable dans le golfe de Corinthe. En effet, il était impossible d'assécher le fond de la mer ou de compacter du sable sur 500 mètres de profondeur. Comme il n'y avait aucune solution dans le petit guide du bâtisseur de pont, il a fallu en trouver une et ça a été l'encens. Voici du vétiver. On tire l'encens de l'huile volatile à la douce fragrance qui se trouve dans les racines. Mais ce n'est pas elle qui intéressait les ingénieurs. Voici les racines. Elles sont là et ce sont elles qui contiennent une huile qui sent vraiment bon. Cette plante pousse dans des marais en Inde où sa récolte était terriblement difficile à cause des serpents et des conditions ambiantes effroyables. Les gens qui la cultivent ont compris qu'ils pouvaient la faire pousser dans des endroits où la récolte serait bien plus aisée, les berges des rivières. C'est là qu'ils ont remarqué que ces racines, qui mesurent jusqu'à 7 mètres chez une plante à maturité, stabilisent le sol. Et c'est ça qui intéressait les concepteurs du pont. C'est cette capacité qu'ont les racines longues et fines du vétiver à consolider les berges qui a été mise à profit par les ingénieurs. Et avec ma machine à tremblement de terre, je vais le vérifier. Tiens, Jim. C'est tout? C'est tout. Je n'en mets que 6? Ça suffit. Notre séisme aura la même intensité que le précédent. Bon, je vais vous faire confiance à toi et à ta théorie. Je ne vais pas remettre mes cuissardes, mais mes nouvelles bottines. Tout ira bien. Sûr? Oui. Je pourrais couler, puisque les tubes d'acier ne touchent pas le fond de la citerne. Mais je resterai en surface parce qu'ils vont réduire les mouvements du sable. Avec eux, ma planche ne devrait pas couler et mes bottines neuves devraient rester propres. Bon, allons-y.
Gare à mes bottines. Je ne m'enfonce pas. Une fois que tout a pris sa place, ça marche. En enfonçant des tubes d'acier dans le fond du golfe, les ingénieurs l'ont consolidé. Le vétiver est utilisé pour stabiliser des berges et des falaises, de l'Afrique aux îles Fidji. Ses racines longues et fines assurent la cohésion du sol. Sous 3 des 4 pylônes du pont de Rion-en-Thirion, 200 poteaux métalliques, appelés inclusions, ont été fichés dans le sable. Ils sont identiques aux tuyaux que j'ai utilisés, sauf qu'ils mesurent au moins 25 mètres de long, même si ça ne leur suffit pas pour atteindre le soubassement rocheux. Plus surprenant encore, le pont ne repose pas sur ces inclusions, mais environ 1 mètre au-dessus. Malgré tout, ça suffit pour empêcher le sable d'être victime de liquéfaction. Même en cas de séisme, le pont ne sombrera pas. Cette idée n'avait encore été jamais mise en pratique. Jusqu'à la construction de ce pont, bâtir sur du sable gorgé d'eau en zone sismique était évidemment impensable. Mais en étudiant Mère Nature, les ingénieurs ont réussi une prouesse grâce au vétiver. Même si le poids de l'ensemble de cet ouvrage d'art n'est soutenu que par ces 4 pylônes, les ingénieurs ont trouvé la parade pour qu'il ne sombre pas en cas de tremblement de terre. Mais sitôt ce problème résolu, un autre s'est présenté. Les pylônes ne risquaient plus de s'enfoncer en cas de séisme. Mais comment les empêcher de basculer ? Quand la terre est agitée violemment d'un côté à l'autre, elle menace de tout faire tomber. Et c'est un problème de taille pour un grand pont. Phil Corbett se propose de m'en faire comprendre toute l'étendue. Comme les pylônes sont creux, je vais descendre jusqu'à leur base. Je ne suis encore qu'au niveau -1 quand je découvre à quoi je m'attaque. Ça doit être le centre de la Terre. Après 33 volées d'escalier, ça y est, on est au fond de l'eau. La surface est 65 mètres au-dessus et le sol en dessous. Ces pylônes sont les plus gros du genre. Celui-ci pèse 171 000 tonnes et d'ici jusqu'en haut, il fait environ 30 étages. Le caisson mesure 90 mètres de diamètre. On a du mal à imaginer que lors d'un séisme, ce pylône gigantesque puisse bouger à sa guise pour éviter que le pont ne bascule. Si le caisson était immobilisé, tout se casserait la figure. Les ingénieurs se sont donc assurés que chaque pylône avait une certaine liberté de mouvement. Le pont de Rion-en-Thirion a un point commun avec les sports d'hiver, la glisse. Si tentant que ça paraisse, je ne suis pas là pour m'amuser dans la neige. Comme une luge, les pylônes doivent pouvoir se déplacer en toute liberté sur le fond marin sablonneux, mais leur forme les en empêche. Explication. Cette planche est plate, comme la base des pylônes. Du coup, l'angle inférieur s'enfonce et ça n'avance plus. Et c'est le même problème qui se posait pour le pont. Dévaler un tas de sable est une chose, mais un pylône reposant sur le fond de la mer a-t-il le même souci ? Je me suis fabriqué une maquette à l'échelle de l'un d'eux, à la louche.
Pour l'instant, il est soutenu à merveille par cette assise super lisse en sable fin. Cette fois, pour simuler les vibrations latérales du sol, c'est un 4x4 qui va jouer le rôle du tremblement de terre. Je suis accompagné par un expert de la stabilisation des sols, Ian Price. Même si on n'est pas au fond de la mer, loin s'en faut, pour toi c'est une bonne simulation de ce qui se déroulerait à moins 65 mètres? Oui, on va simuler ce qui se passerait. Bon, je vais conduire pour reproduire une force latérale. Oui, une force latérale importante. J'en ai une sous la main. Alors, je vais me mettre à l'abri. Je vais créer un séisme. C'est parti. Mon pylône est tombé. Il s'est enfoncé? Pourquoi est-il tombé? Parce que le poids a fini par excéder la capacité du sable à soutenir la structure. En cas de tremblement de terre, les pylônes du pont de Rion-en-Thirion se déplaceront latéralement comme celui-ci. Lors de ce mouvement, l'angle inférieur exerce une pression de plus en plus forte sur le sable jusqu'à ce qu'elle dépasse ce qu'il peut supporter. À ce moment-là, la structure s'enfonce, puis tombe. Et ça n'est pas une bonne nouvelle. La clé, c'est de savoir à quelle pression maximale infligée par l'angle inférieur le sol peut résister. Au sport d'hiver, la solution est toute trouvée. On supprime l'angle. C'est pourquoi les skis, les planches de snowboard et les luges sont recourbées à l'avant. Avec une luge, c'est facile. Mais chanfreiner la base des pylônes pour les aider à glisser n'était pas envisageable. Il fallait donc trouver une autre solution. Et celle qui a été retenue est étonnante. Plutôt que de modifier la forme des pylônes, les ingénieurs ont choisi de changer la surface du fond marin. Pour cela, ils avaient besoin de comprendre pourquoi on s'enfonce dans un matériau meuble. Pourquoi cette piscine gonflable est-elle remplie de purée de pommes de terre? Pour nous permettre d'expliquer ce que les ingénieurs ont découvert sur le chantier du pont. Là-bas, il y a du limon et des argiles très meubles, qui ressemblent à de la purée de pommes de terre. Et il est impossible qu'ils soutiennent le poids d'une structure. Essaie, Richard. Il faut que je monte dedans? Pourquoi pas? D'accord, c'est une première pour moi. Je suis un pont. C'est clair, la purée de patates, ça ne va pas le faire. De toute évidence, elle est trop meuble pour supporter mon poids. Mais il existe un moyen permettant à ce même matériau de résister à une pression identique. Là, on a des pommes de terre. Oui. Et elles supportent mon poids sans difficulté. Les autres étaient en purée, celle-ci non. Mais ça reste une piscine pleine de patates. Quelle est la différence? La taille des particules. Les pommes de terre étant des particules de grande taille, leur résistance est plus élevée. Donc c'est le même matériau, mais s'il est en petites particules, je m'enfonce. Et s'il est en particules plus grosses, il résiste? C'est ça. Donc il suffisait d'installer le pont sur des patates. Pas sur des pommes de terre, mais sur une particule plus grosse, du gravier. Pour les ingénieurs, c'était la solution idéale. Au lieu de modifier la base des pylônes, ils ont déposé une couche de gravier au fond du golfe de Corinthe. Ça a été un travail colossal. Je vais provoquer un nouveau séisme avec mon 4x4 après avoir placé mon pylône sur du gravier. Ce matériau devrait supporter la structure et éviter qu'elle ne s'enfonce et ne bascule. On a simplement remplacé le sable par du gravier. Oui. Ça va suffire? Oui. Sûr? Oui. C'est parti. Recule.
Rien à voir. Eh non. Ça marche. Les ingénieurs ont donc construit le pont sur des patates, pas en purée. Non, sur du gravier. Le pont de Rion-en-Thirion repose donc sur une épaisse couche de gravier qui se trouve au-dessus des inclusions tubulaires en acier. Elle permet aux pylônes de glisser latéralement sans s'enfoncer. Il y a suffisamment de gravier au fond de l'eau pour recouvrir 2 terrains de football sous une épaisseur de 3 mètres. Les pylônes sont vraiment impressionnants, mais ils ne constituent qu'un des chapitres de l'histoire. Ils soutiennent le tablier. Ils sont là pour ça. Ce tablier comporte 2 voies de circulation, une bande d'arrêt d'urgence et un trottoir, qui s'étendent sur près de 3 km dans les 2 sens. Il est énorme. Si les ingénieurs l'avaient fixé aux pylônes, ces pylônes qui bougent en cas de tremblement de terre grâce au gravier, ils se seraient voilés ou même cassés. Pas bon. Passons à la démonstration suivante. Elle va nécessiter un petit effort d'imagination. Voici le tablier que je mets dans ce bateau qui, lui, représente les pylônes. Ces derniers soutiennent le tablier de béton et d'acier qui est solidement fixé dessus. Pour simuler mon tremblement de terre, j'ai besoin de muscles. J'ai donc fait appel au grand ballet du Herefordshire. En piste, les gars. Ce sont eux qui vont faire le séisme, et moi, je serai le véhicule qui passe sur le tablier qui est solidement arrimé aux pylônes. Allez, je m'installe. Je fais la circulation sur le tablier. J'espère qu'il n'y aura pas de tremblement de terre. Secouez. C'est désagréable pour moi. Alors pour un véhicule sur le pont, je vous dis pas. Les contraintes auxquelles l'ensemble de l'installation serait soumis seraient catastrophiques. Ça ne tiendrait pas. En cas de séisme, tout se casserait la figure. Pour protéger l'ouvrage d'art en cas de secousse, les ingénieurs devaient concevoir le tablier de manière à ce qu'il puisse bouger indépendamment des pylônes. Et c'est là qu'interviennent les marins et leurs puciers. Christophe Colomb a découvert le hamac en Amérique du Sud et il l'a ramené en Europe. Très rapidement, les marins ont compris qu'il était très pratique pour rendre la vie à bord plus supportable. À l'époque, les navires n'étaient pas très sophistiqués et loin d'être confortables. Mais même quand la mer se déchaînait, le hamac protégeait les marins des mouvements du bateau. L'équipage l'ignorait. Mais le hamac est une sorte de pendule qui bouge suivant un rythme régulier qui conservera quoi qu'il se passe autour. Les marins avaient gagné en confort. Et ce qui était bon pour eux, l'est aussi pour le pont. Le pendule, ou plus exactement le hamac, qui bouge doucement à bord d'un bateau quand la mer est forte, devrait donc adoucir mon séjour dans mon simulateur à séisme. Voici le pont après modification. Le bateau représente toujours les pylônes et ce hamac représente le tablier qui est suspendu entre eux. Bien, j'ai besoin des gars pour qu'ils stabilisent d'abord le pont. Ensuite, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres tremblements de terre. Je m'installe sur le tablier qui est pendu comme un pendule, comme un hamac. Bonté divine, qu'arriverait-il en cas de séisme ? En fait, il a déjà commencé. Donc, que se passe-t-il ? Le hamac et son balancement pendulaire m'isolent des mouvements des pylônes. Même quand ça se corse. Les secousses sont assez violentes.
Mais le pendule transforme des mouvements chaotiques en quelque chose d'un peu plus prévisible et de nettement plus doux. Je n'ai aucun mal à imaginer que la structure resterait debout. Les ingénieurs du pont de Rion-en-Thirion ont utilisé le principe du pendule pour rendre l'ouvrage d'art parasismique. À l'instar d'un hamac, le tablier est entièrement suspendu depuis le sommet des pylônes. C'est là encore une conception unique au monde. Aussi incroyable que ça paraisse, lorsque les pylônes bougent sous l'effet des secousses terrestres, le tablier est libre de se balancer comme il l'entend. Une fois de plus, les ingénieurs avaient contré les effets des séismes. Mais cette solution engendrait un nouveau problème. En effet, si l'amplitude des mouvements du pont devient trop importante, le tablier risque de cogner une des 4 jambes d'un pylône. Si les 75 000 tonnes de route percutaient le béton, elles risqueraient de détruire le pont. Les ingénieurs ne pouvaient pas le tolérer. Mais une fois qu'un élément aussi gros qu'un tablier commence à bouger, l'arrêter n'est pas une mince affaire. Voici donc l'amortisseur hydraulique, un système de freinage ultra puissant. Pour tester cet appareil, j'ai mis au point une petite expérience, une démonstration. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qui se passe sans frein, sans amortisseur. Devant moi se trouve un tape-cul. En gros, c'est une bascule géante de jardin d'enfants. Mais je ne suis pas là pour m'amuser, car à l'autre extrémité, ça fait une sacrée descente. Ma voiture est équipée d'une armature de protection au cas où ma confiance en moi dépasserait mes talents de conducteur. Bien, je n'ai plus qu'à traverser. Je vais passer de l'autre côté du pivot, puis laisser faire la gravité. Pour le meilleur ou pour le pire. Bien sûr, plus je grimpe, plus dure sera la chute. Ça ne me plaît pas du tout. Le pivot doit être quelque part par ici. C'est horrible, je vois pas où je vais. Et à un moment ou à un autre, il va se passer quelque chose de terrible, c'est certain. L'embrayage chauffe. C'est pas très... Lors de cette démonstration, ce qui est arrivé à ma voiture lorsqu'elle a touché le sol est l'équivalent de l'oscillation du tablier et du choc contre les pylônes lors d'un séisme. Si le tablier cogne assez fort, il peut casser le pont. Les ingénieurs devaient donc ralentir les mouvements du tablier et moi, je devais empêcher la bascule de frapper aussi violemment le sol. Le pont et moi avions donc besoin d'un amortisseur hydraulique, un appareil utilisant un liquide pour résister à un mouvement. Si vous avez déjà essayé de courir dans une piscine, vous êtes familier avec la résistance de l'eau. Cette cuve va être remplie d'eau. Elle contient déjà une roue à aube qui va tourner pour absorber l'énergie de la bascule et faire office de frein. Voici un amortisseur hydraulique. Un liquide, de l'eau en l'occurrence, va ralentir le mouvement pour que je me pose en douceur. On va voir ça. Bon, on devra atteindre le point d'équilibre.
merveilleux. Ça marche à la perfection. Le mouvement vertical de la bascule est ralenti par le mouvement circulaire de la roue à aube qui est dans le liquide. En gros, elle convertit une partie de l'énergie cinétique en chaleur à l'intérieur de l'amortisseur, ce qui me permet de descendre tout en douceur. Ma voiture apprécie. Le pont est équipé de ce système. Ces trucs, qui ressemblent à des pistons, sont en fait des amortisseurs hydrauliques qui fonctionnent exactement comme le mien, dans le principe. Sur ces images, vous pouvez voir les essais de ces appareils. À la place d'une roue à aube tournant dans de l'eau, le piston coulisse dans de l'huile, un liquide bien plus épais que l'eau et qui offre donc bien plus de résistance au mouvement. À l'infrarouge, on voit ce liquide chauffer quand l'amortisseur convertit l'énergie cinétique en chaleur. Et les amortisseurs du pont sont les plus gros du monde. Les ingénieurs ont réussi à rendre ce pont parasismique grâce à des solutions sans précédent. Mais cette souplesse a engendré un problème supplémentaire, car les séismes ne sont pas les seuls phénomènes naturels dangereux dans la région. Ici, Mère Nature est du genre capricieux. Cette portion étroite du golfe de Corinthe, avec des montagnes sur chaque rive, est une sorte de soufflerie naturelle. Et si un pont souple est idéal pour résister à des séismes, il n'aime pas le vent. Malgré les amortisseurs, le pont allait bouger sous l'effet du vent qui souffle presque sans arrêt dans le golfe. C'était un vrai casse-tête. Le pont devait être assez souple pour résister à un séisme, mais lors d'une journée normale, c'est-à-dire sans tremblement de terre, il allait tellement osciller qu'il deviendrait inutilisable à cause du vent. Et s'il était assez solide pour résister au vent, c'est-à-dire si on l'arrimait fermement, il s'effondrerait en cas de séisme et il ne resterait plus qu'un tas de gravats de 800 millions d'euros. La solution se trouve ici, dans cette canette de soda. Heureusement pour ce pont, un inventeur s'est affranchi des règles de l'ingénierie. Après un pique-nique cauchemardesque, il a cherché une nouvelle méthode pour ouvrir une canette. La boîte de conserve existe depuis 200 ans. Elle permet de conserver la fraîcheur des produits pendant des décennies et elle a transformé l'industrie alimentaire. Mais elle n'était pas facile d'utilisation. L'ouvrir nécessitait de l'huile de coude. Tout a changé lorsque l'inventeur Ermol Fraise a mis au point un nouveau système d'ouverture qui a révolutionné la boîte de conserve et protégé le pont de rayons anti-rayons. Ouais, je pique-nique. Tout seul. Ermol Fraise faisait la même chose et il avait une canette. Mais il avait oublié l'ouvre-boîte. Comme il était plutôt débrouillard, il a réussi à l'ouvrir avec son pare-choc de voiture, mais en arrachant tout le chrome. Ensuite, il a réfléchi au problème et il a conçu la languette détachable, précurseur de la languette attachée. La zone amincie qui est ici est suffisamment résistante pour garder la boisson gazeuse à l'intérieur, mais suffisamment fragile pour qu'on puisse ouvrir la canette à la main. Cette pièce doit céder à une limite donnée, c'est-à-dire de manière prévisible. Et ça marche. Mais j'ai bousillé mon pique-nique. Installer au bon endroit quelque chose qui va céder au moment voulu peut s'avérer des plus utiles. Supposons que vous avez récemment rangé votre atelier, que vous avez entassé des cartons dans un coin, que vous avez renversé de l'essence dessus pour je ne sais quelle raison, et que vous avez ensuite décidé de faire les travaux de ponçage que vous repoussiez depuis si longtemps. Oh non, il y a le feu. Ce serait grave sans la défaillance prévisible. C'est ce qui vient de se passer.
Il y a un système automatique que j'ai installé moi-même. Heureusement parce que je ne sais plus ce que j'ai fait de l'extincteur. C'est la même installation que celle que vous voyez dans tout un tas de bâtiments à travers le monde, mais en plus moche. Elle fonctionne exactement de la même manière. Le désastre a été évité. Comment ça marche? Le rôle des gicleurs paraît compliqué puisqu'ils doivent automatiquement détecter un incendie et automatiquement l'éteindre. Pourtant, leur fonctionnement est assez simple. Ça, c'est le bidule que vous voyez au fond des bureaux, des magasins, des écoles. Il est relié à une conduite d'eau. Avant d'être mis en marche, il était équipé de cette petite ampoule en verre qui a été conçue pour se casser à 68 degrés. À cette température, le liquide rouge bout et la pression monte alors suffisamment pour casser le verre. C'est une défaillance prévisible. On sait qu'à 68 degrés, ce truc va casser et déboucher le trou qui est ici. L'eau va couler, frapper ce disque et tomber en pluie pour éteindre l'incendie. Tout ça parce qu'on savait qu'un truc casserait ici. En quoi la défaillance prévisible aide-t-elle le pont à contrer le vent? Il faut empêcher l'ouvrage d'art de bouger, à moins qu'il ne soit touché par un choc extrêmement violent. Il faut empêcher la pression exercée par le vent de le faire osciller, tout en le laissant se balancer pour résister à un séisme. Panayotis Papanikolas va me montrer comment on a combiné les avantages de la canette et de l'amortisseur pour obtenir ce résultat. Où sont les défaillances prévisibles ici? Tout a l'air massif et solide. Ça, c'est le tablier. Il est maintenu latéralement par les amortisseurs. Mais sur celui du milieu, il y a une entretoise. Et ça règle le problème du vent? Oui, parce qu'il ne faut pas que le pont se balance. À l'intérieur de chaque entretoise, il y a une pièce conçue pour se casser au-delà d'une certaine limite, comme l'ouverture dans le couvercle d'une canette. Quand la contrainte devient trop élevée, la pièce casse. Elle résiste aux vents les plus violents, mais si un séisme se déclenche et que la contrainte dépasse un certain niveau, elle cède et les amortisseurs entrent en action. Et ça n'a rien de théorique. Ces images ont été filmées par les caméras de surveillance en juin 2008, quand un tremblement de terre d'une magnitude de 6,5 a frappé le pont. La pièce a cassé et les amortisseurs ont rempli leur office. Pour un ingénieur comme vous, j'imagine que voir votre création se comporter de la façon que vous aviez prévue a dû être un moment étonnant. Oui, c'est une impression incroyable. C'est l'ingénierie en action. Ce pont est à l'épreuve des séismes et des vents grâce à la défaillance prévisible et à Hermole Fraise. Tout a été pris en compte. Les fondations, parasismiques. Les pylônes, le tablier, parasismique et résistant au vent. Attendez, on a oublié quelque chose. Les haubans. Figurez-vous que les haubans qui soutiennent le tablier représentent un danger mortel pour le pont. Et pas à cause des séismes ou des tempêtes. La moindre brise pourrait s'avérer fatale. À près de 10 000 km de la Grèce, à Baytown, au Texas, les câbles du Fred Hartman Bridge ont un jour paru beaucoup moins solides qu'on le croyait. Au printemps 1997, 2 ans après l'ouverture du pont, par des vents de seulement 18 km/h, les haubans se sont mis à s'agiter violemment. Et comme ça s'est reproduit, l'ouvrage d'art a été victime d'une centaine de fissures dues à la déformation qui aurait pu conduire à un désastre. Heureusement, le département texan des transports, prévenu à temps, a résolu le problème en attachant les haubans tous ensemble. De telles conditions représentent un risque pour n'importe quelle structure métallique ronde et légère, qu'il s'agisse d'un câble, d'un pylône ou d'une cheminée.
Le relais de télévision d'Emily Moore, dans le Yorkshire, en Angleterre, avait été construit en 1964. C'était une des structures de nouvelle génération légères et métalliques qui remplaçaient les constructions en briques. Mais en 1969, par un vent modéré, elle s'est effondrée sans prévenir. On a d'abord soupçonné une accumulation de glace, mais Kit Scruton savait que c'était la faute à un effet aérodynamique. Il s'appelle vibration induite par vortex, et il n'est pas aussi compliqué à comprendre qu'on pourrait le croire. Démonstration avec un ventilateur et un poteau métallique. Aujourd'hui, ça souffle. Cette vibration est provoquée par des tourbillons d'air. Sur ces images, on voit exactement ce qui se passe. Des tourbillons se forment de part et d'autre et s'éloignent vers l'arrière du poteau. Toute structure circulaire les fait apparaître, et ce sont eux qui la font osciller. Gardez bien à l'esprit que ce n'est pas le vent qui fait bouger le poteau en le percutant, mais que ce sont les tourbillons qui se forment les uns après les autres qui le font vibrer. Le problème, c'est que si ça dure suffisamment longtemps, des fissures de fatigue finissent par apparaître dans le métal et par provoquer une catastrophe. Le vent fait bouger des poteaux d'un côté à l'autre et il peut faire remuer des haubans de bas en haut. La preuve avec ceux du Fred Hartman Bridge. Heureusement, l'aérodynamicien britannique Kit Scruton a trouvé la parade. Il s'agit d'un ruban métallique qui s'enroule à la manière d'un ressort autour du sommet des constructions en acier circulaires et élevées pour les protéger des vibrations induites par vortex. Je sais que vous avez l'impression que j'ai simplement enroulé une ficelle bleue sur mon poteau. Mais il s'agit d'un réducteur hélicoïdal de tourbillons. En théorie, quand le vent va toucher la structure, au lieu de former tout un tas de tourbillons sur la hauteur du poteau, susceptibles de provoquer la fameuse oscillation, l'écoulement de l'air sera perturbé par ces ficelles. Et empêcher la formation de ces tourbillons permet de stabiliser la structure. Plus de vibrations, plus d'accidents. En théorie. On va voir ce que ça donne quand ça souffle. Ma ficelle bleue, mon réducteur hélicoïdal, marche. Il y en a partout. Regardez bien quand vous vous promènerez. Sur le pont de Rion-en-Thirion, chaque auban est équipé du sien. Il perturbe l'écoulement du vent pour empêcher l'ouvrage d'art d'être victime des vibrations provoquées par les tourbillons. En plus, pour s'adapter au fait que Rion s'éloigne d'Anthirion, le pont est équipé des plus grands joints de dilatation du monde. Ils lui permettront de résister à un éloignement des deux berges l'une de l'autre qui atteindrait 5 mètres. Cet ouvrage d'art a réussi ce qui était jusqu'alors impossible. Malgré la forte activité sismique, malgré la soufflerie naturelle et malgré l'absence de soubassement rocheux, les ingénieurs ont réussi l'exploit d'ériger une structure élégante. Et, détail qui a son importance, même s'il a nécessité la mise au point de solutions novatrices, le pont a ouvert 4 mois plus tôt que prévu et concrétisé un rêve vieux d'1 siècle. Aujourd'hui, il fait partie du quotidien des habitants de Rion et d'Anthirion. Mais sa célébrité dépasse largement les limites de ces deux localités, car il a redessiné la carte de toute la Grèce.